Et le Grammy du Parce qu'il le vaut bien est attribué à Stevie de Music Feelings. Tout d'abord, je voulais remercier ma grand-mère et mon chat Miaou, parce que c'est lui qui m'a inspiré à faire toutes ces vidéos depuis tant d'années. C'est vrai qu'il est mort quand j'avais 3 ans, mais c'est pas grave parce que c'est grâce à lui que je suis aujourd'hui. Je voulais aussi vous remercier, vous, pour votre amour inconditionnel, pour vos likes. Ce Grammy parce que Stevie le faut bien. C'est vraiment l'aboutissement d'une histoire qui a commencé en 2005 avec certains trop vus et qui est sans doute pas prête de s'arrêter. Merci. Vous dites ce que vous voulez, moi j'ai mon Grammy 2020. Parce que Stevie le vaut bien. Ça, c'est pour les gens qui travaillent vraiment dans la semaine, en fait. Les gens qui travaillent le week-end. And you deserve it, the way you work it. No! Parce que Stevie le vaut bien. Bonne année. YouTube me fait la guerre. C'est-à-dire que déjà, ils me bloquent sur les revenus publicitaires. Mais en plus, ils ont refusé de me donner mon trophée des 100 000 abonnés. Je me suis dit que j'allais recevoir mon propre prix. Je vous interdis de me dire qu'il n'est pas équivalent, voire supérieur à celui de YouTube. Applaudissez dans les commentaires, s'il vous plaît, parce que c'est beaucoup grâce à vous. Merci d'être là sur cette chaîne. Bonne année à tout le monde. Et on va commencer cette année en parlant d'une chanteuse de R&B des années 2000. On va parler de Keyshia Cole. C'est l'une des chanteuses de R&B des années 2000 aux États-Unis les plus populaires et même peut-être, même si elle n'est pas aussi bien connue en Europe, l'une des plus marquantes. Parce que dans l'histoire de Keyshia Cole, il y a absolument tout. C'est une petite fille qui vient d'une famille un peu dysfonctionnelle et qui va réussir à le vendre à la télé-réalité. Donc elle va être une des premières artistes à vendre son personnage, son histoire à la télé-réalité. C'est aussi de l'autre côté, au-delà de cette fille qui a un parcours assez extraordinaire, qui vient de tout en bas pour arriver tout en haut, une personnalité assez particulière parce qu'elle va enchaîner les clashs avec des artistes comme Beyoncé, Mary J. Blige. Récemment encore avec Kehlani qui disait qu'elle était très agressive. Got it done. And when it got to like the final decisions, we just weren't agreeing on certain decisions. And I got kind of tired of being talked to very aggressively. Mais on peut en citer des dizaines avec Keyshia Cole, la bagarre avec le manager de Lil Mo, la bagarre avec Fantasia et bien sûr, la friction la plus iconique de Keyshia Cole, c'est avec son idole, la personne même qu'elle admire, la personne qui inspire sa carrière et elles sont en froid. Pourquoi? Parce que cette personne-là va vivre l'arrivée de Keyshia Cole comme un coup d'état. C'est-à-dire qu'elle va vivre ça comme une friction sur son propre territoire et elle va être obligée de réagir. Et c'est bien sûr Mary J. Blige, the Queen of Hip Hop Soul. And I've been asking Mary for years and years to work, do a record because the fans want to hear it, and I want to hear it. I mean, it would have been amazing to do something like that, at the height of my career, and at the height of her career and things like that. That would have been super amazing. I felt like, but I asked her this last time, and she said, I don't know. And I was just like. Well, but she said, don't you prefer me to be honest with you about it? I said, that's true, because at least you didn't have to say, egg me on, leave me on, tell me you probably, even though probably is better than don't. Au-delà de ces 10 millions d'albums vendus et de ces 40 millions de disques vendus dans le monde entier, c'est un personnage hyper intéressant et dans cette vidéo, on va essayer de comprendre comment s'est expliqué le succès de Keyshia Cole qui a donc parcouru tout le long des années 2000 et pourquoi aujourd'hui, même si effectivement elle se bat pour revenir, elle est quand même dans le down, elle espère que le versus là va la relancer parce qu'effectivement pour elle, il y a un objectif derrière, l'objectif c'est de revenir avec son équipe de base et on va essayer de comprendre tout ça dans cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. N'hésitez pas à vous abonner au Tipeee. Merci encore pour ça. Bonne année à tout le monde. Et c'est le début, quoi. I'm not mean. No, you're not mean. I'm not mean. You know what? I want your... Une chanteuse qui vient en interview promo classique et qui commence à dire que, vous savez, je ne suis pas méchante et qui s'explique. Ça peut être anecdotique dans le cas de beaucoup de chanteuses, mais pas dans le cas de Keyshia Cole, parce qu'encore une fois, si vous ne l'avez pas compris dès l'intro, Keyshia Cole est un vrai personnage et surtout, en fait, derrière tout ça, il y a une histoire. C'est l'histoire qui va être vendue et qui va toucher une grande partie du public afro-américain. Ce n'est donc pas une American Baby classique, au contraire, elle va avoir une mère complètement accro à la farine, c'est-à-dire que la mère, même dans le biberon, elle prenait la farine. C'était absolument délirant. Et c'est dans le ghetto, dans un environnement extrêmement difficile, où il n'y avait pas la place pour venir chanter et faire des vocalises, où il n'y avait pas la place pour qu'on te pousse et qu'on te mette dans des écoles de chant, qu'elle va faire ses classes en fait. Elle est passionnée par le chant, mais elle n'a même pas le droit de le dire, jusqu'au moment où elle va réussir à quitter cet environnement-là en étant adoptée par une famille qui était plus ou moins un peu mieux classée socialement. Donc elle va commencer à avoir une structure, commencer à rencontrer des gens dans l'industrie et de manière
extraordinaire, l'une des premières personnes qu'elle rencontre, c'est Master P, qui l'écoute chanter et se dit il y a peut-être quelque chose à faire. La petite Keyshia Cole n'a que 14 ans, mais à l'époque, il y a les Brandy, les Monica, les Aaliyah, donc on se dit qu'il y a quelque chose à faire. Master P appelle quelqu'un au téléphone, il appelle un de ses amis, cet ami-là c'est Tupac, et Tupac va donc écouter Keyshia Cole chanter et lui dire toi et moi il y a vraiment quelque chose à faire. Selon Keyshia Cole même, elle était avec lui le jour où il est décédé, et surtout elle donne une information qui est plus ou moins importante selon elle, à savoir qu'il était en train de vouloir quitter Death Row pour s'allier avec Quincy Jones et avoir un label plus ouvert, et donc produire des artistes qui allaient être moins hood, moins ghetto. Donc Tupac était en train de vouloir faire son crossover, et Keyshia Cole, selon elle, allait être une des artistes signée par Tupac. Signed me to Quincy when he was with Kadada, Quincy Jones' daughter, and he was gonna leave Death Row and go to sign with Quincy, and he wanted me to go over there because he said that Death Row is not the place for kids, you know what I'm saying? That's what he was saying. Sauf que bien sûr, Tupac va décéder et le rêve de devenir l'une des chanteuses de l'époque de Brandy, Monica et Aaliyah va lui aussi s'éteindre tout d'un coup parce qu'elle va commencer là à avoir des années de galère. Elle va frapper à plusieurs portes, plusieurs labels vont écouter. Souvent, Keyshia Cole, c'est pas super juste, donc on va pas savoir exactement comment la positionner. Jusqu'au jour où en 2002, elle va avoir la main de Dieu, à savoir qu'elle va tomber sur Ron Fair. C'est le directeur artistique qui va faire sa carrière, c'est l'homme qui va avoir la vision. Il va l'entendre chanter pendant 20 secondes et il va se dire voici ce qu'on va faire de toi. Ils vont commencer à enregistrer son premier album et ce qu'on va faire d'elle était déjà dans son ADN. À savoir que c'était une fan absolue de Mary J. Blige. Elle aimait énormément ce mélange de R&B et de hip-hop soul, et bien sûr Ron Fair va se dire on va reprendre ces codes-là. En plus, t'as une voix un peu éraillée, un peu comme elle. Un peu ce truc de la peine, les hommes vous font toujours du mal. Qu'est-ce qu'on va faire? On va raconter ton histoire dans les chansons et ça va toucher énormément de gens. Et c'est exactement sur ça que va se baser le premier album de Keyshia Cole qui s'appelle donc The Way It Is, avec des singles comme celui-ci. Celui-ci qui, pour la petite histoire, à la base était destiné à Nivea ou Nivea pour ceux qui, voilà, mais c'est destiné à Nivea qui a refusé. C'est donc comme ça que Keyshia Cole va la voir. Et à l'époque, il va devenir l'un de ses premiers gros succès. Et vraiment, dans cette chanson, on retrouve vraiment la thématique à la Mary J. Blige. C'est vraiment la meuf qui s'exprime parce que son mec l'a trompée. Elle explique qu'elle aussi aurait dû le tromper. C'est vraiment très interprété, très ressenti. C'est d'ailleurs, à titre personnel, l'un de mes titres préférés de Keyshia Cole. Et c'est pour ça que récemment, j'ai écouté l'album d'une chanteuse française. Ça, c'est un aparté entre nous. C'est-à-dire qu'on m'a dit, faut que tu écoutes, l'album est pas mal. En plus, elle avait un duo avec Amel Ben. Donc, je suis allé écouter. Et les gars, à la première chanson, Jiménez, j'ai sursauté. En plus, j'étais avec ma petite sœur. Ma petite sœur m'a dit, mais qu'est-ce qui se passe là? J'ai sursauté, j'ai dit, mais est-ce que tu entends ce que j'entends? Et même ma petite sœur a été capable d'entendre ce que j'ai entendu. Et du coup, je vous remets l'extrait de la première chanson de l'album de Jiménez. Dans tes yeux, je peux voir la suite de notre avenir. Hey. C'est dingue. C'est-à-dire que vous pouvez chanter la chanson de Keyshia Cole sur sa chanson, en fait. C'est incroyable. Les gars, on a compris que vous copiez. Mais copiez même de manière un peu... Je n'étais pas prêt, en fait. J'ai envoyé ça à mon meilleur ami. Il était tellement énervé qu'il m'a dit que Steve, c'est du viol. Elle a violé Keyshia Cole. Non mais les gars, faites doucement en fait, parce que j'ai sursauté, mon cœur a failli s'arrêter quand j'ai écouté l'album parce que je n'étais pas prêt. On peut rechanter la chanson de Keyshia Cole sur sa chanson en fait. C'est-à-dire que c'est vraiment la version discount. Dans tes yeux, je peux voir la suite de notre avenir. Et pas besoin de vous dire que les 112, à savoir les deux 112, Daron et Q, ne sont pas crédités parce que c'est eux qui ont écrit ce titre-là à la base donc pour Nivea et ensuite donc qui allait à Keyshia Cole. Et 15 ans après, on a donc cette version XORé française sans crédit. Imen, Abu Debeng, si vous passez par là, moi je vais dire à Keyshia Cole, donc faites le chèque. Bref, c'était le second single et le second succès de l'album. Mais dans ce même album, on a eu la fameuse balade qui va tout exploser avec Tyrese dans le clip, à savoir Love. Il y a trois choses qu'il faut bien comprendre et assimiler avec ce premier album de Keyshia Cole. La première chose, c'est que ce n'est pas vraiment une chanteuse mainstream en fait. C'est une chanteuse qui s'adresse à un public R&B hip-hop de niche, qui va avoir bien sûr 1 million d'exemplaires avec cet album-là, mais ce n'est pas du tout une chanteuse dans sa démographie à ce moment-là, destinée à un très très grand public, comme l'ont pu l'être Ashanti ou encore Beyoncé en fait. Elle, c'est vraiment un public très hood, elle est vraiment dans la représentation, et en plus, comme je vous ai dit, elle a une histoire qu'elle raconte. Cette histoire qu'elle raconte,
comprendre fait partie du deuxième truc qu'il faut comprendre, à savoir que quand elle va à la télé, elle a la télé-réalité avec elle, c'est diffusé sur BET et encore une fois, c'est une première pour une artiste qui va avoir sur le long terme là ce genre de succès. Parce qu'à l'époque, on ne sait pas encore comment appréhender ce genre de télé-réalité là pour ce genre d'artiste là un peu solo et donc elle vient, elle se pose là, elle expose sa famille et bien sûr il y a pas mal d'histoires de farine, c'est vraiment très ghetto, mais une grande partie du public se reconnaît, ils comprennent son histoire et ils s'attachent à Keyshia Cole. Drink mine, I don't know what y'all gonna do. We know, nephew, we know. Yeah, we were... La troisième chose qu'il faut comprendre et qu'il faut vraiment entériner, c'est que ces deux axiomes-là sont effectivement des branches, mais des piliers structurels de la carrière de Mary J. Blige. Donc à l'époque, quand elle va commencer à voir ça, elle va se dire, mais ces gens-là vont où en fait? Et il va tout de suite y avoir, bien sûr, dans les médias partout, les comparaisons entre Keyshia Cole et Mary J. Blige, parce que c'était vraiment ça à l'époque. Elle est un peu fragile aussi à ce moment précis-là, parce qu'elle vient du flop de Love and Life, et on se dit, peut-être que Mary J. Blige commence un peu à s'affaisser, on va avoir la petite Keyshia Cole qui vient sur son créneau, elle a la télé, elle a les chansons, et elle a aussi cette voix-là, elle réussit à parler aux femmes, elle réussit à parler à ce public auquel Mary J. Blige savait parler. Est-ce qu'il ne va pas se passer quelque chose? Mais l'album de Way It Is marche très bien. Mary J. Blige ne sent pas encore vraiment la pression monter parce que d'un coup, elle va aussi avoir quelque chose qu'elle n'attendait pas vraiment. Ça, on le verra dans la carrière de Mary J. Blige. Mais le fameux album de Breakthrough qui vient un peu la sauver n'était pas quelque chose qu'elle attendait elle-même. Il n'était pas quelque chose que son label même attendait parce qu'ils en avaient marre d'elle en fait. C'est-à-dire que Mary J. Blige et le label, ça se passait très mal. Et donc d'un coup, elle va avoir ce gros succès-là. Sauf que ce gros succès-là avec cette chanson-ci ne va pas totalement apaiser les relations entre MJB et le label. De son côté, Keyshia Cole commence aussi à montrer sa petite personnalité et c'est assez difficile. C'est-à-dire que même en interview, elle réussit à se battre, à se disputer avec les gens qui l'interviewent en fait. It feels like right now it feels like this is a chore for you to come on the radio and talk about what you do. It's working. It's like you're on the radio to promote your product and do your thing. It sounds like you don't want to be here. Today, I want you to put your best foot forward, but what I'm hearing is I feel like resistance, and I'm like I want you to know that there's no need to have resistance here. On remarque tout de suite ces airs un peu de princesse, elle est très vite irritable, donc les choses se passent plus ou moins pas très bien en coulisses. L'une des premières qui va faire les frais, c'est Lil Mo, parce qu'à l'époque, Lil Mo aussi est un peu dans ce même créneau-là. Lil Mo se fait appeler The Godmother of R&B and Hip-Hop, c'est-à-dire que la marraine du R&B et du hip-hop. À l'époque, elle est même sur le label de Lil Wayne, elle s'apprête à sortir son 3e album, que j'attendais d'ailleurs impatiemment à cette époque-là avec ce single-ci. Juste pour le plaisir de vous faire écouter ça que je le poste, mais voilà, j'attendais cet album qui n'est jamais sorti, il a été annulé au final. Les deux se rencontrent alors qu'elles ont une scène commune et bien sûr, Keyshia Cole estime que Lil Mo est l'ennemi. Quand elle se rend compte que certaines personnes de son équipe parlent avec Lil Mo, elle s'emporte, elle va se bagarrer avec le manager de Lil Mo et finalement Lil Mo va dire que Keyshia Cole est un peu folle et qu'elle ne comprend pas. L'histoire va passer entre les mailles du filet parce qu'on est en plein dans le gros succès. Mais quelques mois plus tard, ce sera avec Fantasia. Là encore, ce sont des petits soucis d'ego, à savoir que Keyshia Cole est à la télé et elle doit présenter Fantasia. Et quand elle veut présenter Fantasia, elle dit la fille qui a gagné American Idol. Sauf que Fantasia lui dit mais meuf, je suis pas ça en fait, je suis une vraie artiste, je commence à avoir mes premiers hits. Et comme les deux sont de vrais, et on parlera de Fantasia un jour, mais ce sont de vraies icônes du ghetto, bien sûr elles vont jouer au Street Fighter, au Mortal Kombat ensemble, et il va falloir que les deux équipes vraiment demandent à chacune de s'excuser, parce qu'elles vont faire tout ça alors qu'elles avaient une tournée commune. Donc pour pouvoir finalement faire la tournée ensemble, on va leur demander s'il vous plaît, excusez-vous. Keyshia Cole va refuser, Fantasia va faire le premier pas pour que la tournée puisse quand même se tenir, elles vont aller en tournée, mais tout ça va quand même commencer à donner une certaine image du personnage de Keyshia Cole, qui ne s'en cache d'ailleurs pas, parce qu'elle va assumer en disant que les gars, moi je suis comme ça, c'est comme ça que j'ai grandi et personne ne m'empêchera d'être exactement qui je suis. Là, nous sommes au début de l'année 2006 et il va se passer le truc qui va faire en sorte que Mary J. Blige et elle, qui étaient déjà dans une certaine friction, vont devenir rivales. On ne va pas détailler ça dans cette vidéo, mais il faut bien comprendre que en fait, ce que Mary J. Blige va vivre, pour elle, va être un scandale. Déjà qu'elle voyait comment cette fille-là était vraiment faite à partir de sa cheville, de sa jambe, elle voyait, elle se disait que bon, ça c'est ma jambe gauche qu'on me prend là, mais on me la prend un peu fortement. C'est-à-dire que Didi avait un peu pris pour Ashanti, mais là, je vois comment ma jambe est trop secouée. Mais là, d'un coup, qu'est-ce qui va se passer? Les gars, Ron Fair et Jimmy O'Ryan, qui étaient en train de gérer Keyshia Cole, vont devenir
les mecs de son propre label. C'est-à-dire que Keyshia Cole et elle vont commencer à être label mate. Elles vont commencer à avoir le même label, donc les mêmes équipes pour beaucoup de leurs projets. Et là, entre les deux, il va commencer à y avoir une bataille interne, une bataille sourde, mais une bataille féroce. Sauf que Keyshia Cole est encore très bien entouré. Ron Fair, qui est le génie autour de sa carrière, prend bien les choses et il va lui faire l'album qui était vraiment l'album à faire pour elle à ce moment précis-là, à savoir Just Like You, parce qu'on retrouve tous les codes de ce son très R&B hip-hop, mais elle s'ouvre un peu, c'est-à-dire que c'est un tout petit peu crossover et ça va cartonner avec des singles comme celui-ci. Ou encore celui-ci. Et bien sûr la balade qui est une de ses balades les plus connues en Europe, à savoir Heaven Sent, c'est celle-ci. Just Like You pour moi est un des meilleurs albums de R&B des années 2000. C'est un album hyper intéressant et surtout dans le combat face à Mary J. Blige, il est terrible. Pourquoi ? Parce qu'il est chanté en fait, c'est-à-dire qu'il est très harmonisé. C'est quelque chose que Mary J. Blige s'était retenu de faire parce qu'effectivement c'est pas son fort. Mais Keyshia Cole et Ron Fair avaient réussi à reprendre bien la formule de Mary J. Blige en la modernisant et même en l'harmonisant en fait. C'était donc un très beau coup de leur part. L'album va faire 1,7 million d'exemplaires. Elle va étendre son personnage mainstream parce qu'elle va avoir bien sûr le tube avec Didi Last Night. Et le tube avec Sean Paul. Mais encore une fois, la structure idéologique de cet album-là est totalement dans la lignée du premier en fait. Même le titre Just Like You, c'est vraiment pour que le public puisse s'identifier à elle. C'est très bien fait. Elle reste vraiment dans ce créneau de la meuf du ghetto qui veut s'en sortir, qui vit des relations difficiles. C'est dur pour elle, mais elle croit toujours en l'amour. Elle veut toujours y arriver. Son parcours est difficile. De l'autre côté, il y a la télé-réalité qui montre, qui met ça en exergue. Donc tout est parfaitement ficelé. Il y a 2,5 millions d'exemplaires dans le monde. Encore une fois, je vous ai expliqué que ce n'est pas une chanteuse mainstream en fait. Donc elle va pas faire des scores immenses. Mais sur le public R&B hip-hop, là d'un coup, elle solidifie une base. On continue à se rendre compte que le personnage est assez difficile. D'ailleurs, à cette époque-là, elle va faire une pique à Janet Jackson qui va être mal vécue par une certaine partie de son public. C'est le petit Who que les gens n'avaient pas apprécié. C'était vraiment cohérent avec ce personnage pour les gens. Mais elle se prend un peu la tête, elle croit qu'elle est arrivée, elle pense qu'elle est qui. Ça a commencé à se dessiner à partir de cette ère-là. Mais tout va très bien pour Keyshia Cole. The Game l'appelle même pour le fameux single Game's Pain. Encore une fois, sur la douleur, la rage, le fait de s'en sortir, c'est elle. Elle va aussi collaborer avec Jaheim. Elle va avoir un excellent single avec Kate Sweet. Une chanson que j'adore qui s'appelle Love You Better. Elle va enchaîner les titres pendant cette période-là. Et surtout, à partir de 2008, elle va commencer à se dire que oui, mais je veux inspirer autre chose en fait. Je ne veux plus être cette fille du ghetto. Je veux commencer à changer. Je veux commencer à voir les choses différemment. Je veux commencer à inspirer les gens différemment. Je veux aussi être un peu plus sexy. Donc, elle va commencer à demander au label de changer sa direction artistique. Ils vont penser à un album qui va s'appeler Different Me, une autre moi. Sauf que pour le premier single de cet album-là, ils vont quand même essayer de rassurer le public parce qu'ils vont faire un featuring avec Tupac, encore une fois pour faire écho à sa propre histoire. Tupac n'est plus là, c'est son troisième album, mais elle est quand même en featuring avec lui, ça donnait ça. Cet album va faire 322 000 ventes en première semaine. C'est très très bon à l'époque parce que comme je vous ai expliqué, ce n'est pas une chanteuse qui a un immense public. Or, ce genre de chiffres en première semaine, c'était des chiffres similaires à ce que pouvaient faire des Ciara et plusieurs autres. Comment ça se fait? Ça veut dire qu'en fait, sur son public à elle, elle avait une assise plus forte en fait. Effectivement, elle vendait moins parce qu'elle était moins mainstream, mais sur son public, l'assise était plus forte. Le rapport à son audience était beaucoup plus serein. Ils aimaient leur Keyshia Cole, elle avait passé un cap. Sauf que malgré ce passage de cap, sur les singles, même s'il y a un bel accueil dans la zone R&B hip-hop, notamment le second You Complete Me, ce n'est qu'avec le troisième qu'elle va avoir le single qui va avoir une véritable emphase dans les charts R&B hip-hop américains.
Et ce n'était pas gagné à la base parce que c'est un titre avec Monica. Or, une année avant qu'elle enregistre cette chanson avec Monica, elle avait un peu clashé Monica à la radio parce qu'elle disait que Monica l'appelait souvent pour être son amie alors que elle n'a pas vraiment besoin que Monica soit son amie. Elle a des amis, elle veut pas des amis stars. Monica l'avait mal pris parce que Monica avait dit non, mais tu passais à Atlanta et moi je voulais juste t'accompagner faire des magasins parce que je savais que tu ne connaissais pas Atlanta et que moi je suis la reine d'Atlanta mais j'ai pas besoin d'amis non plus. Bref, mais finalement les choses se sont bien passées quand elles ont enregistré le fameux single Trust qui est une excellente chanson et qui va vraiment relancer la dynamique autour du projet. La promo de cet album A Different Me est très intéressante parce qu'en réalité, il ne va pas vraiment être vendu sur la Keyshia Cole très différente en fait. On va voir au niveau du visuel qu'elle essaie de se moderniser, mais sur les 3 singles utilisés, on est encore très proche de son audience. Dans l'album, il y avait d'autres choses en fait. Il y avait par exemple This Is Us qui était beaucoup plus pop. Il y avait par exemple Brand New qui est beaucoup plus sexy. D'ailleurs, les chansons sexy, c'était pas du tout son truc, qui était vraiment dans le mode voilà, je vais vous montrer que voilà, moi aussi je sais faire. Ils ont pas du tout voulu exploiter ça. De la même manière que pour s'éloigner de cette image très ghetto, elle avait refusé une chanson qui va devenir un tube chez Beyoncé, à savoir Diva. Diva est une chanson qu'elle a détestée quand on lui a fait écouter. Elle trouvait que ça n'allait pas du tout avec l'ambiance de son album, et c'est pas faux, et c'est finalement devenu un tube pour Beyoncé. Mais elle ne va pas regretter, surtout que là, ça fait 3 albums certifiés platine. C'est rare d'avoir une chanteuse R&B qui tient aussi bien sur son socle. Elle se dit, je n'ai pas besoin de chanter que je suis une diva en fait. Je sais déjà que je suis une diva et je vais leur montrer sur ce 4e album. Pour le 4e album, Keyshia Cole ne veut pas changer de structure musicale. C'est-à-dire qu'elle se dit, je vais rester dans mon son R&B hip-hop. Sauf que cette fois-ci, je ne vais plus forcément parler de tristesse. J'ai guéri certaines de mes blessures. En plus, pendant ces 2 années-là, elle rencontre un homme qui va devenir son mari. Elle va tomber enceinte, donc elle est plutôt heureuse et elle veut faire partager ça à son public. Il se trouve que lors de la promo du précédent album, elle avait encore la télé-réalité. Sur cet album-là, elle n'a pas la télé-réalité, ce n'est que ses sœurs qui sont à la télé et elle-même, elle est là en tant qu'artiste et elle raconte à son public son nouveau bonheur retrouvé. Pour le premier single quand même, elle fait appel à Nicki Minaj et on retrouve quand même Keyshia Cole avec ses petites punchlines. Avant le lancement du disque, elle avait annoncé que ce serait un des disques les plus vendus de l'année et qu'elle sortirait 6 singles. Puis le premier single avec dont Nicki Minaj va sortir. Et il va tuer l'air, je ne sais pas comment vous l'expliquer. Pour l'avoir vécu, c'était comme une anesthésie en fait. Surtout, je ne sais pas si certains s'en souviennent, elle avait d'abord lancé la version non masterisée de I Ain't True. Je ne sais pas si certains l'ont encore. La version où on entend quand elle crie là. Parce que moi je ne l'ai plus, d'ailleurs je la recherche si certains s'en souviennent. La première version du titre qui va avoir de très mauvaises réactions, moi je l'aime beaucoup en fait. Donc si certains l'ont encore, envoyez-la moi, c'est très difficile de la retrouver. Mais la première version du titre qu'elle sort n'est pas masterisée et c'était sur ce refrain-ci. La chanson va être détestée à sa sortie par son public de base en fait. Ils ne vont pas accrocher au titre et en plus on va lui faire une espèce de reproche de l'époque, à savoir tu manques de loyauté. Elle manque de loyauté, pourquoi? Parce que à la base, c'était Lil Kim qui lui avait donné le premier single de son second album. Donc les gens disaient que là en ce moment, Lil Kim est en bif avec Nicki Minaj et toi tu vas chanter avec Nicki Minaj. Tu nous parles du ghetto, tu nous parles du respect, tu nous parles de loyauté. Meuf, où est la tienne? C'est ce qu'ils vont commencer à lui dire sur Twitter. Et c'est d'ailleurs là qu'elle va répondre que oui, mais Lil Kim et moi, on a fait des shows ensemble, on a fait une chanson ensemble, mais on n'est pas forcément amis. Et ça va encore plus partir en couille parce que Lil Kim ne va pas être contente. Elle va commencer à lui dire, moi j'ai fait des shows gratuits pour toi, moi je t'ai donné un tube, qu'est-ce que l'autre t'a donné? Mais ça, nous le verrons dans la vidéo sur le bif entre Nicki Minaj et Lil Kim, parce que Mary J. Blige aussi va avoir son mot à dire dans cette petite histoire. Toujours est-il que I Ain't True ne plaît pas. Elle va sortir un second single qui était donc la chanson Long Way Down, une balade plus romantique pour montrer que là j'ai trouvé l'amour, là j'ai un mari, là je vais avoir une famille, merci de m'avoir accompagné jusque là. Les gens vont écouter. Et là non plus, Long Way Down va se fracasser en radio. En 3e single, il va y avoir une de mes préférées d'elle, à savoir Take Me Away. Encore une fois, c'était plutôt romantique. On avait un esprit plus hip-hop, mais c'était très romantique dans la manière dont c'est chanté. Les références à Biggie aussi étaient pas mal. Ça donnait ça. Mais même s'il va faire un peu mieux que les 2 précédents dans les charts R&B hip-hop, il va lui aussi très vite se cracher. C'est-à-dire que cette ère de Keyshia Cole se passe vraiment très mal. Alors elle va finir à environ 350 000 ventes. Dans l'ère des ondes de Flowery,
pour une artiste R&B, ce n'est pas exécrable en fait. Mais on sent vraiment qu'elle accuse le choc. Elle ne tire aucun hit de cet album-là. Et très rapidement, les gens vont commencer à poser des questions en disant oui, c'est elle qui se prenait pour la reine du monde. Et il y a deux choses qu'on remarque dans cette ère-là. La première remarque, c'est elle-même qui va venir la faire sur Twitter. Elle va dire que son public ne veut pas qu'elle chante des chansons d'amour. Alors ça peut vous paraître bizarre, mais vous avez vu que depuis le début, même si elle avait des chansons romantiques, son créneau c'était quand même la peine, ce genre de choses. Et elle va dire sur Twitter que là j'ai compris que mon public ne veut plus que je chante des chansons d'amour, les trucs de mariage là. Non, 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 ils veulent que je revienne au hood. Et la deuxième chose que les gens vont dire à propos d'elle, ils vont dire, vous avez vu, sa carrière est liée à la télé-réalité. À savoir que quand elle n'a pas de télé-réalité, elle ne peut pas vendre d'albums. Donc il faut absolument la télé-réalité pour pouvoir vendre des albums. Et ça aussi, elle va l'entendre. Et quand elle va revenir en 2012, les deux choses vont être appliquées. À savoir qu'elle va avoir un show avec son mari qui va repasser à la télé. Et d'un coup, sur le premier single qui était avec Lil Wayne, Enough of No Love, Keisha Cole est de nouveau dans la peine, dans la rage. Et ça donnait ça. Le titre va signer son retour dans les charts R&B hip-hop et il va la relancer dans le Hot 100 américain et tout de suite après, elle va enchaîner avec Trust and Believe. Et dans cette période-là aussi, ce qu'il avait maintenu, c'est qu'elle avait fait pas mal de tournées, notamment les premières parties de R. Kelly qui avait récupéré une grosse partie de son public à lui-même. Donc elle faisait ses premières parties, elle était visible et elle a enchaîné avec le second single Trust and Believe. Et ces chansons-là, même si effectivement dans l'ère des On The Flory, elles ne sont pas classées au Hot 100, elles lui ont permis de récupérer quelque chose sur son public de base en fait. Sur le troisième single, elle va encore tester d'aller chanter une chanson d'amour et tout et tout et tout. Et ils vont redire non. Mais sur les deux premiers singles, il y a vraiment une émulation. Elle revient avec quelque chose. Et c'est dans cet album-là qu'elle va avoir le fameux duo avec Ashanti, qu'elles ne vont pas exploiter en single, mais qui donne son nom à l'album, à savoir Woman to Woman. Et là encore, j'attire votre attention sur une chose simple, mais plutôt efficace, le titre, à savoir Woman to Woman, de femme à femme. Ça, c'est hyper intéressant parce que c'est des choses auxquelles on ne pense pas forcément. Le précédent album, comme elle était amoureuse, elle venait de se marier et tout, c'était Calling All Earth en fait. J'appelle tous les cœurs vers moi et tout et tout et tout. Ça n'a pas marché. Du coup, pour revenir sur son audience et leur parler directement, elle leur dit de femme à femme, on a des choses à se dire. Et ça prend aussi pourquoi? Ça prend parce que les premiers singles, les chansons de l'album sont cohérentes avec cette idéologie-là en fait. Donc elle retrouve quelque chose et c'est aussi à partir de cette période-là que elle va un peu abuser de Twitter, notamment lors de la prestation de Beyoncé au Super Bowl où elle va clasher Michel en disant que à chaque fois que Michel arrive, Michel fucked up the groove. Michel casse complètement l'ambiance. Elles avaient eu un bif parce qu'elle estimait qu'une fois elle a fait une prestation et Michel avait tweeté quelque chose qu'elle n'avait pas apprécié. Sauf que Michel dit qu'elle n'a jamais tweeté ça. Et Keisha Cole a donc voulu se venger lors du Super Bowl et ça a donné une espèce de bif qui s'est finalement terminée par une interview de Michel arrondissant les angles. Tweet went out and then I tweeted after that. Right, after the Super Bowl performance. Where did I have time? We were too busy celebrating. Okay. Ensuite, après ça, elle n'a pas apprécié le Bow Down de Beyoncé. Mais il faut savoir que plein de chanteuses de l'époque n'ont pas apprécié le Bow Down de Beyoncé. Nicole Scherzinger, Brandy, elles n'ont pas apprécié ça parce qu'elles avaient l'impression que Beyoncé leur disait « Mettez-vous à genoux, je vous dépasse et tout et tout et tout là, je vais marcher sur vous. » Donc, elles n'ont pas apprécié ça. Elles ont pris ça comme si on leur disait « Vous allez me servir de paillasson. » Sauf que beaucoup ne l'ont pas dit de la manière dont Keisha Cole va le dire. Keisha Cole va poser une question qui va enflammer Twitter. Elle va dire que Beyoncé passe ses journées à parler d'empowerment, de solidarité féminine et ce genre de choses. Et c'est la même personne qui va chanter Bow Down Bitches. Ce n'est pas cohérent en fait. La Beehive va se déchaîner sur elle, c'est-à-dire que les artistes Beehive et la Beehive elle-même va se déchaîner sur elle, à savoir que The Dream va dire que c'est absolument incroyable que Keisha Cole puisse dire quelque chose comme ça sur Beyoncé. De quel droit Keisha Cole parle de Beyoncé? Il était vraiment pas content, mais elle s'en fout, elle va dire que de toute façon dans sa carrière, elle n'a qu'une chanson que The Dream a écrite pour elle et que s'il veut, il peut la reprendre en fait. Donc elle s'en fout de son avis à lui. Et Lil Mo, qui était sa petite ennemie et qui était plus visible depuis pas mal de temps, va quand même lui faire un reproche en lui disant que oui, mais toi, tu viens attaquer Beyoncé aujourd'hui, mais la dernière fois, tu as attaqué Michel pour mieux mettre en avant Beyoncé. C'est donc logique qu'aujourd'hui, ces gens-là tombent sur toi, vu que la dernière fois, tu mettais Beyoncé sur un piédestal pour mieux descendre Michel. Talk about women's empowerment. Now you talk about bow down. But then a couple of weeks ago, you just said that was your queen and you dissed Michelle. Now, you know, so
why are you going to put them on the throne and get mad when they throw scraps to the peasants? You can't get mad. Just sit down, get off Twitter. If you can't handle it, keep your opinion to yourself. Who is your publicist? Who is tweeting for you? Le personnage va camper sur ses positions et c'était même plutôt une bonne chose pour elle. À savoir que depuis le début de sa carrière, elle a eu pas mal de choses, pas mal de clashs dans les interviews encore ici. I do a reality show with an ensemble this time around, Love and Hip Hop Hollywood. I'm sorry, who told you that? No! On la connaît en fait pour avoir cette petite attitude. Mais là d'un coup c'était porté par le fait de dire que bah bien sûr je suis contre le fait que Beyoncé ait dit ceci, j'assume jusqu'au bout. Et il fallait juste derrière effectivement la musique pour porter tout ça. Sauf qu'au même moment elle se dispute avec Ron Fair qui est le DA qui pensait ses albums. Et elle change aussi de manager dans la même période. Donc elle se retrouve seule pour faire l'album qui va venir après. Elle est toujours signée chez Geffen sur le même label. Mais c'est plus les mêmes équipes. Et là elle va nous sortir un truc parce que c'est le moment dont je vous ai parlé où les On The Flowery laissent la place à un son plus hip-hop trap en fait. Donc de fait, elle est plus ou moins dans un élément qu'elle comprend. Et là, elle va nous dire, là j'ai fait un album qui est constitué de drunk freestyle. C'est un peu pas mal de freestyle. C'est moi qui raconte comme je veux raconter les chansons. Je vais un peu dans tous les sens, mais c'est pas mal de ressenti. C'est la musique comme je la ressens, c'est la musique comme je la tweet. Et le premier single était un titre mémorable qui s'appelait Rick James. Et dans le refrain, elle sort la phrase « Slap a bitch like Rick James ». Gifler une pétasse comme Rick James, ça donnait ça. Il y a du budget dans cet album. On a August Alsina, on a Future, on a Juicy J, on a Fat Evans qui lui fait des chœurs sur plusieurs titres. On a du sample de R. Kelly, ça donne ça. Mais c'est un disque qui va troubler une grosse partie de son audience. À savoir que pour beaucoup de fans de Keyshia Cole, c'est un disque absolument abominable et c'est vraiment l'erreur de sa carrière. Et pour d'autres, c'est un album qui a manqué de singles. C'est-à-dire qu'il n'est pas si mauvais que ça, mais il n'y avait pas de chansons suffisamment efficaces pour le porter et pouvoir faire en sorte qu'il atteigne un grand public. C'est un peu entre les deux que je suis. C'est-à-dire qu'il y a pas mal de chansons que j'aime bien dans cet album. Et d'ailleurs, je suis une des seules personnes au monde. Mais moi, j'adore Rick James. Mais je suis tout à fait conscient que ce n'étaient pas des chansons suffisamment efficaces pour être des singles en 2014. Et de l'autre côté, le truc qui commence à revenir dans sa carrière, c'est qu'on se rend quand même compte que là, il n'y avait pas la télé-réalité. C'est-à-dire que la télé-réalité est arrivée 6 mois après le démarrage du disque. Donc de fait, elle n'a pas été accompagnée de sa télé-réalité. Et par les deux fois où elle n'est pas accompagnée de sa télé-réalité, on se rend quand même compte que les scores sont beaucoup plus sévères pour elle. Et donc de fait, ça commence à inscrire un pattern dans sa carrière. À savoir que effectivement, il y a tout l'univers musical qui est derrière. Mais c'est comme si une grosse partie de l'audience associe le fait de voir Keyshia Cole à la télé, leur raconter sa vie bagarrée ou alors aimer son mari, au fait d'écouter sa musique ou de découvrir de nouvelles chansons d'elle. Et c'est peut-être le piège du début en fait. Vous avez vu qu'au début, quand elle se lançait dans ça, pas mal d'artistes notamment lui disaient « Fais attention parce que c'est un gros risque de faire ça dès le départ parce que les gens vont commencer à te lier à ça. » Et il se trouve qu'en 2015, on se rendait quand même compte que 10 ans après, quand il n'y a pas la télé-réalité, l'engouement autour de Keyshia Cole est quand même un peu amoindri, même si encore une fois, dans cet album-là précis, elle manquait de singles forts et pas mal de ses fans n'ont pas aimé le projet en lui-même. Mais l'échec de Point of No Return, et c'est vraiment l'autre partie de Keyshia Cole, c'est vraiment ce côté de l'envie en fait. Je dois récupérer ma carrière, je dois revenir au top et elle le dit clairement. C'est vraiment une envie chez elle qui brûle, elle ne s'excuse pas de vouloir retrouver sa carrière et donc très vite elle retourne en studio. Il se trouve que dans cette période-là, elle fait un remix de Loyal de Chris Brown. Ça prend plutôt pas mal, les gens apprécient son remix qui n'est pas officiel, donc de fait elle fait une chanson qui ressemble à ça. Sauf que entre le moment où elle fait cette chanson-là et le moment où la chanson va sortir, il va s'écouler 3 ans. Pourquoi? Parce qu'elle est virée par l'ancien label, son contrat arrive à terme, il ne renouvelle pas et elle cherche un nouveau contrat. Et donc ça va lui prendre pas mal d'années d'avoir ce nouveau contrat. Et finalement, quand le titre You, qui ressemble un peu à Loyal de Chris Brown sort, il s'est écoulé quasiment 3 ans depuis le succès de Loyal. Donc elle ne peut pas surfer un peu comme elle voulait surfer sur le succès de cette chanson-là, même si elle invite Remy Ma sur le titre, qui venait de clasher Nicki. Et là encore, les gens vont lui dire, mais en fait, toi, c'est quoi ton problème en fait? Quand c'était Lil Kim, tu étais derrière Lil Kim. Quand Nicki Minaj est arrivée et qu'elle était en clash avec Lil Kim, tu étais chez Nicki Minaj. Et maintenant que Remy Ma sort et qu'elle clash Nicki Minaj, au moment même où elle clash Nicki Minaj, bah tu es derrière Remy Ma. Qu'est-ce qui se passe avec toi en fait?
La réalité est que Remy Ma et elle ont une longue amitié et que pour elle, c'était vraiment la bonne opportunité d'exploiter Remy Ma à ce moment précis en fait. Nikki, c'était une collaboration un peu comme ça, mais Remy Ma et elle étaient amies depuis pas mal de temps avant que Remy Ma n'aille en prison. Elle avait déjà un duo avec elle, donc de fait, c'était plus ou moins une histoire qui se refaisait, qui se tissait. Et elle n'en avait absolument rien à foutre que Remy Ma soit en train de clasher Nicki Minaj en fait. Elle cherchait juste à profiter du buzz autour de Remy Ma. Ça n'a pas pris de ouf, elle va essayer de revenir à la télé-réalité. Cette fois-ci, ce n'était pas sa télé-réalité, mais elle était dans Love and Hip Hop pour essayer de booster les chiffres parce que ce n'était plus une télé-réalité centrée sur Keyshia Cole. Le personnage n'était plus aussi flamboyant pour qu'elle ait une télé-réalité centrée sur elle. Donc ça ne va pas vraiment faire exploser les ventes de ce disque-là qui ne va faire que 100 000 exemplaires, même si dans la promo, elle va essayer de se rattraper. Vous vous rappelez de la fameuse phrase sur Janet Jackson? Bon, en fait, elle va revenir dessus en disant que non, c'était à l'époque. Bah, finalement, elle aime beaucoup Janet et elle va lui rendre hommage dans le clip et dans la promo de la chanson Incapable. Elle s'était rendue compte que depuis qu'elle flopait, souvent quand les gens l'attaquaient, il attaquait avec cette interview-là. Donc de fait, elle a essayé de corriger les angles, mais ça n'a pas non plus pris de ouf en termes de single, même si ça a essayé d'arranger les choses en termes d'image. Depuis, elle essaie de préparer son retour. Parce que ce qui se passe là actuellement avec Ashanti, et j'ai fait un Midnight with Stevie sur ça, c'est en fait pour elle le moyen parfait de se relancer. Parce que elle est déjà signée en fait. Ashanti n'est pas du tout signée, mais Keyshia Cole est signée, elle est signée et surtout, elle est repartie avec son homme du début, à savoir que Ron Fair s'occupe de la promo de son album. D'ailleurs, elle-même, elle a tweeté qu'elle prépare un truc à la Emancipation of Mimi parce qu'elle a retrouvé son équipe de base, donc elle veut vraiment revenir. Et elle compte vraiment sur ce versus pour avoir un tremplin et relancer la machine, soit pendant le versus, soit dans ce qui va se faire juste après. Moi, je pense toujours qu'une bonne idée, ce serait d'avoir un autre duo avec Ashanti qui pourrait les relancer toutes les deux, même si effectivement Ashanti n'a pas une équipe de ouf en ce moment, c'est vraiment sa mère et les gens autour d'elle. Ça peut être pas mal pour elle d'avoir un autre duo avec Ashanti dans l'album pour pouvoir essayer de maximiser les streams. Surtout que le premier duo n'est pas mal. Mais ce n'est jamais sans risque de trahir Keyshia Cole. Le personnage est le personnage, comme je vous l'ai expliqué. Kehlani en a fait les frais cette année. Elles étaient censées avoir un titre ensemble, à savoir la chanson All Me. Le titre est sorti en premier. Et elles se sont tellement disputées au niveau du clip, de la vidéo, de la réalisation, au final que Kehlani a dû retirer Keyshia Cole de la chanson. Et quand elle a retiré Keyshia Cole de la chanson et qu'elle a essayé de s'exprimer sur Twitter, Keyshia Cole lui a dit « Shut the f*** up !» Et ensuite, quand Kehlani a expliqué comment Keyshia Cole lui parlait pendant l'enregistrement, elle disait que c'était beaucoup de violence, beaucoup d'agressivité, beaucoup de violence. Got it done. And when it got to like the final decisions, we just weren't agreeing on certain decisions. And I got kind of tired of being talked to very aggressively. Il y a ce côté chez elle où il y a effectivement la girl ghetto un peu mal élevée, qui ne respecte rien. Et de l'autre côté, il y a la girl ghetto qui a vraiment tout vécu et qui survit et qui continue d'essayer, qui fait en sorte que je n'arrive jamais à la détester en fait. C'est-à-dire que je trouve toujours que c'est un personnage hyper sympathique, hyper haut en couleur parce qu'elle a fait plein d'autres choses et vous allez la voir venir dans d'autres histoires un peu partout par là. Mais je trouve toujours que c'est un personnage assez entier. L'histoire avec Mary J. Blige va marquer sa carrière parce qu'effectivement, Mary J. Blige lui a refusé un featuring. Et une des choses dont elle s'est plainte, c'est qu'elle n'a jamais gagné de prix en fait. Hormis un Vibe Award en 2004-2005, elle n'a jamais gagné de prix à une cérémonie. Pourquoi? Parce qu'en fait, effectivement, elle avait été classée, comme je vous ai expliqué, sur le modèle même de Mary J. Blige. En espérant que Mary J. Blige s'affaisse. Sauf que Mary J. Blige n'est jamais morte en fait. Et donc de fait, elle a vécu une carrière un peu bizarre dans l'ombre. Et ça, vous allez le comprendre quand on va parler de la carrière de Mary J. Blige. Mais déjà, vous avez pu voir que, au vu de tout le succès que Keyshia Cole a eu, le fait qu'elle dise qu'elle n'a jamais gagné de prix, c'est révélateur de pas mal de choses sur sa carrière. Et surtout du fait que sur le créneau dans lequel elle était inscrite, bon en fait, il n'y avait pas de visibilité en fait. Et cette visibilité, c'est parce que MJB n'a pas cédé la place. Et voilà, nous arrivons donc à la fin de cette vidéo sur la carrière de Keyshia Cole. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Qu'est-ce que vous pensez de la carrière de Keyshia Cole? Quel est votre album préféré de Keyshia Cole? Quel est votre single préféré de Keyshia Cole? Qu'est-ce que vous pensez du personnage? Est-ce que vous êtes plutôt antipathique? Est-ce que vous êtes plutôt sympathique? Qu'est-ce que vous pensez de ces clashs, de ces petites phrases, de ces petites bagarres? Est-ce que vous pensez aussi que la télé-réalité est une faiblesse ou une force pour elle? Est-ce que vous pensez que finalement elle est piégée par la télé-réalité et elle ne peut plus vendre vraiment d'albums sans télé-réalité? Ou est-ce que vous pensez que c'est juste parce que les projets qu'elle a sortis à certains moments étaient
des mauvais projets ou des projets qui ne plaisaient pas au public. Et donc, de fait, sans télé-réalité ou avec télé-réalité, ça aurait été les mêmes scores. Qu'est-ce que vous pensez de ce rapport précis à la télé-réalité qu'elle a? N'hésitez pas à me dire dans les commentaires. C'était un véritable plaisir pour moi de vous retrouver en 2021. J'avais prévu pas mal de choses en termes de changement d'appareil, mais ça va arriver parce qu'en fait, j'ai acheté des appareils et j'arrive pas à les utiliser moi-même en fait. Donc, je vais essayer d'apprendre petit à petit. J'espère malgré tout que vous aimerez qu'on se retrouve comme ça ce dimanche. Merci encore à vous. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.